Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette session d'information sur Speed Line TV. Voici les titres. Moment charnière de l'histoire politique du Bénin, la conférence nationale des forces vives de la nation s'est tenue du 19 au 28 février 1990. Durant 10 jours, le pays tout entier est resté suspendu aux travaux de ces assises historiques dont les décisions allaient profondément transformer le destin national et ouvrir la voie au renouveau démocratique. Retour sur cet événement majeur avec l'un des témoins privilégiés de l'époque. Un nouveau chapitre s'ouvre à la tête de Cotonou, figure reconnue du monde de l'urbanisme. Luc Nyankadja prend officiellement les rênes de la capitale économique du Bénin. Et puis, au-delà de nos frontières, au Mexique, El Mancho dirigeait le cartel Jalisco Nueva Generación. Il aura été tué ce dimanche lors d'une opération militaire. L'annonce de sa mort a immédiatement provoqué des affrontements. Nous sommes le 23 février 2026, une date qui rappelle un moment clé de l'histoire politique du Bénin. Il y a 36 ans, la démocratie prenait racine dans le pays, changeant à jamais son destin. Aujourd'hui, l'un des acteurs encore vivants de cette page historique nous replonge au cœur de ces instants décisifs. Suivons ensemble l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est un miracle, si on peut dire. Parce que, à un moment donné, notre peuple en avait marre de souffrir. Il n'y avait plus d'argent. On tuait des gens pour abobo. Comment? Il y a une dame qui faisait abobo. Mais elle avait faim. Elle a pris abobo, elle a voulu. Les gens lui sont tombés dessus, l'ont frappé jusqu'à mort. Ah, je dis, mon Dieu. Les gens se suicidaient, se prostituaient. Tous les professeurs de lycée, d'université étaient dans les rues. La population, les employés n'étaient plus dans leur service, il fallait qu'ils mangent. Donc ils allaient au Nigeria pour acheter des trucs, vendre et pouvoir vivre. Les femmes, malheureusement, étaient obligées d'aller se prostituer pour avoir de quoi nourrir leur famille. C'était vraiment la déchéance totale. Je me dis, bon, il faut redonner à ce peuple sa dignité. Segbana, PCO, Petit Palais, ça ne vous dit rien, du moins la nouvelle génération. Mais on tuait, on torturait là-bas. Donc il vaut mieux réunir les gens et demander leur avis. C'est la conférence nationale, avec tous les anciens présidents qui étaient là, parce que sans eux, on n'aurait pas réussi. Ça s'est très bien passé. On a mis quelques coups vraiment devant sa responsabilité. Cette semaine nous rappelle un moment clé de l'histoire politique du Bénin. Face à une crise profonde, le pays a su poser les bases d'une démocratie qui perdure et qui se renforce au fil des années. L'alternance au pouvoir par les unes est désormais une réalité illustrant les changements et les progrès accomplis depuis cette époque. Lukman Tidjani, analyste politique, nous livre son analyse sur l'évolution de la démocratie de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. 36 ans de démocratie, je dirais que c'est 36 ans de parcours dynamique, de parcours rythmé avec l'évolution du temps, avec l'évolution aussi des acteurs politiques. Il faut dire que nous avons une démocratie qui est dynamique, qui n'est pas restée statique, qui n'est pas restée figée sur la littérature ou les principes démocratiques. C'est une démocratie qui déjà s'appuie sur un héritage solide. L'héritage de la conférence nationale des forces vives de la nation, l'héritage de ce que cette conférence a été une conférence de consensus, une conférence de liberté, une conférence d'éclosion du talent béninois en matière démocratique. Et à côté de cet héritage qui est solide, il y a la volonté ou l'ambition qui a été affichée au fil des années
d'aller vers la transformation, d'aller vers une refondation de cette démocratie, tout en tirant leçon d'une manière ou d'une autre de nos expériences. Quand vous observez aujourd'hui, l'ensemble des acteurs politiques à un moment donné restaient unanimes sur le fait que notre principale faiblesse était la multiplicité non contrôlée des partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes partis d'une multiplicité des partis politiques à une rationalité des partis politiques. À côté de tout ce qui n'a pas marché, il faut saluer aussi les succès que nous avons eus. Nous restons aujourd'hui en Afrique un modèle phare en matière d'alternance démocratique. Nous organisons des élections qui font qu'au terme d'un mandat, des présidents s'en vont dès qu'ils ne sont pas reconduits par le peuple. Nous avons pu mettre chaque fois en déroute, nous avons pu suspendre en cours de route des velléités affichées ou non affichées de renouvellement de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Je pense que c'est vraiment des éléments sur lesquels nous devons nous réjouir aujourd'hui. Parce que la première des choses, c'est déjà renforcer l'engagement citoyen, la participation citoyenne. On a commencé par le faire déjà en renforçant d'une manière ou d'une autre la participation des femmes au processus de prise de décision. Nous avons besoin des personnages, des personnalités ou des acteurs politiques qui mettent la responsabilité collective au devant de leurs intérêts personnels. Et je pense que c'est très important. L'autre chose, c'est continuer aussi notre travail pour la lutte contre la corruption, la gouvernance responsable et la lutte contre la discrimination. L'autre point sur lequel je pense qu'il est important que nous avons encore à travailler, je pense que c'est créer davantage un cadre, qu'il soit formel ou non formel, de dialogue, de concertation, d'écoute entre les acteurs politiques. Et j'ai parlé tout à l'heure de la qualité du personnage politique. Cela, il va avec. Quand vous avez un personnage politique qui est responsable et qui est de haute facture, il a cette capacité d'ouverture, de dialogue et de concertation avec les autres. C'est vrai qu'on parle tout le temps de consensus. Nous ne recherchons pas à tous les moments le consensus, mais qu'à un moment donné, les acteurs politiques soient de bonne qualité, de bonne facture. Et je dirais que démocratie sans développement n'est pas une démocratie durable. Je pense que nous devons continuer nos progrès, nos efforts vers le progrès social, faire en sorte que les services sociaux, la santé, l'eau, l'électricité, les besoins élémentaires, l'éducation, l'accès à l'école puissent être garantis pour tout le monde et continuer aussi notre marche vers la croissance économique à travers des efforts d'industrialisation de notre pays, des efforts d'identification de secteurs prometteurs qui puissent nous permettre d'aller vers une croissance économique et un développement durable. De la Conférence nationale des forces vives de la nation à la gouvernance locale, Cotonou entre dans une nouvelle ère. Vendredi dernier, Luc Nyankacha a officiellement pris ses fonctions en tant que maire, marquant un tournant dans la conduite des affaires municipales de la capitale économique du Bénin. La cérémonie de passation de charges s'est tenue dans un cadre solennel, alliant sobriété et respect des traditions administratives. Retour sur cet événement. Un Luc s'en va, un autre prend les commandes. Luc Nyankacha a officiellement pris fonction en qualité de maire le vendredi 20 février 2026, après sa désignation le 15 février dernier, à l'issue de l'installation du nouveau conseil communal. La cérémonie de passation de charges, organisée à l'hôtel de ville, s'est déroulée en présence du préfet du littoral, Alain Orunla, du maire sortant Luc Atropo, des conseillers communaux, des responsables administratifs ainsi que de plusieurs invités. Après les échanges de courtoisie entre les deux personnalités, le maire sortant a présenté un bilan sectoriel de son action, revenant sur les principaux chantiers réalisés durant son mandat. L'action municipale, au cours de ces 6 dernières années, a impacté la plupart des secteurs socio-économiques de notre municipalité. En plus d'améliorer le cadre et les conditions de travail du personnel, nous avons aussi lancé un vaste projet de rénovation des infrastructures socio-communautaires. Pouvons citer par exemple les réalisations ci-après: la construction et la répression des modules de salles de classe dans les établissements maternels, primaires et secondaires de Cotonou, avec magasins et bureaux pour la direction et la réalisation de clôtures dans certains cas. La réalisation de plusieurs centaines de tables pour équiper les écoles maternelles, primaires et collèges à travers les 13 arrondissements. La construction et la répression de dispensaires maternité dans plusieurs arrondissements. La répression de plusieurs voies publiques dégradées sur tout l'étendue du territoire communal. La réalisation de plusieurs alertes galop pour remplacer celles usagées dans la ville. La répression des cimetières de papa
du PK14 de Sommet, la construction des magasins de stockage de vivres dans certains arrondissements. Dans le domaine de la coopération décentralisée, le conseil municipal nous a autorisé à dynamiser les différents partenariats pour la ville de Cotonou avec les villes étrangères. Les retombées de cette dynamisation de la coopération sont appréciables. Sur le plan social, je voudrais évoquer le projet d'autonomisation des femmes de Cotonou, un projet grâce auquel plusieurs centaines de femmes ont bénéficié d'appui financiers et matériels pour renforcer leur activité et gagner en autonomie financière. Celui qui prendra désormais les rênes de la capitale économique du Bénin, Luc Nyankacha, a présenté ses priorités à l'occasion de sa prise de fonction. Parmi les axes majeurs de son action, l'amélioration du service public, la rigueur budgétaire, la transparence dans la gestion. Le nouveau maire promet ainsi de conduire Cotonou vers une administration plus efficace et tournée vers les besoins des habitants. Je prends donc la relève sans illusion sur les nuits écourtées, mais avec détermination. Permettez-moi donc de vous féliciter pour votre élection à l'Assemblée nationale. Je voudrais également vous remercier pour le travail accompli au service de Cotonou. Gouverner une ville comme la nôtre exige endurance, engagement et sang-froid. Merci pour votre investissement. Je mesure les attentes, je mesure les contraintes, mais je sais que l'exigence sera au rendez-vous. Mais je veux le dire clairement, la transparence ne sera pas une posture, elle sera une discipline que je voudrais commune. Nous agirons dans le respect des textes avec une volonté constante d'efficacité. Nous installerons un cadre de coordination stable entre l'autorité politique et l'administration municipale. Ce cadre reposera sur 3 principes pour installer une discipline collective: clarté des rôles, régularité des échanges, traçabilité des décisions. Aux agents de la mairie, je veux dire ma reconnaissance pour votre contribution car elle est essentielle. Cette passation de charge ouvre une nouvelle phase pour la municipalité, appelée à relever des défis urbains, sociaux et économiques majeurs. Entre continuité et renouveau, l'équipe municipale désormais en place devra répondre aux attentes d'une ville en pleine mutation. Passons à l'actualité internationale. Les autorités du Nigeria sont accusées d'avoir versé plusieurs millions de dollars aux djihadistes Boko Haram pour obtenir la libération d'environ 230 écoliers et membres du personnel enlevés en novembre dernier dans une école catholique. Toutefois, le gouvernement nigérian dément avoir versé la moindre rançon. Le reportage. Le gouvernement nigérian a versé des millions de dollars au groupe Boko Haram pour libérer jusqu'à 250 otages, des élèves et membres du personnel d'une école catholique dans l'état du Niger, enlevés par les djihadistes le 21 novembre 2025. C'est ce qu'a révélé lundi l'agence France Presse. L'argent a été livré par hélicoptère au bastion de Boko Haram à Ngonza, dans l'état de Borno au nord-est du pays, à la frontière avec le Cameroun, précise l'AFP, qui cite des sources de renseignement. L'enveloppe a été reçue par Ali Ngulde, un commandant de Boko Haram dans le nord-est. Combien contenait-elle? Jusqu'à 7 millions de dollars selon une source. Alors qu'au Nigeria, une loi nationale interdit tout paiement aux ravisseurs. Abuja nie avoir versé une rançon pour libérer les 300 écoliers et membres du personnel de Saint-Maris à Papiri. Boko Haram mène une insurrection depuis 2009 au Nigeria. Le groupe est actif notamment dans le nord-est du pays. C'était l'un des hommes les plus recherchés de la planète, un nom inscrit depuis des années sur les listes noires de Washington. Celle des agences antidrogue du monde entier est traquée par l'armée mexicaine. Ce dimanche 22 février, Nemesio Ozaguera, alias El Mancho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación, a été tué lors d'une opération militaire dans l'ouest du Mexique. Il avait 59 ans, c'est après moi. Au Mexique, le chef de l'un des plus puissants cartels de la drogue a été tué par l'armée dimanche, déclenchant une vague de violence dans plusieurs régions du pays.
Nemesio Oseguera, alias El Mancho, est mort à l'âge de 59 ans. Depuis l'arrestation des fondateurs du cartel de Sinaloa, il était considéré comme l'un des derniers grands parrains du narcotrafic mexicain. L'opération, menée en coordination avec les États-Unis, visait celui qui dirigeait le cartel Jalisco Nueva Generación, recherché à la fois par les autorités mexicaines et par Washington. En représailles, des groupes armés ont bloqué plusieurs routes dans l'état de Jalisco, incendiant voitures et camions. C'est dans cette région qu'El Mancho aurait succombé à ses blessures. La présidente Claudia Sheinbaum a ordonné la suspension des cours dans 8 des 32 États du pays et appelé la population au calme. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedline.tv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.